tous. Pour ma rencontre de Sophie d'aujourd'hui, c'est le retour d'une chronique psy avec Madame Elisabeth Beaufils. Bonjour Madame Beaufils. Bonjour. Vos chroniques de psychanalystes ont toujours une grande écoute car elles nous permettent de mieux nous comprendre. Et pour cette rencontre, nous tenterons donc de répondre à une demande d'une auditrice fidèle qui nous a soumis quelques thèmes. Le premier étant les relations mère-fille. Mais alors, avant d'aborder ce thème, sachant que la psychanalyse est souvent attaquée sur le plan notamment des femmes, j'aimerais avoir votre avis et quelques éléments de réponse sur les critiques de plus en plus virulentes qu'on peut trouver des esprits scientifiques, à la fois des réseaux sociaux, du politiquement correct, contre Freud, ce qu'on peut appeler Freud bashing, ou en bon français dénigrement de Freud, débuté je crois dans les années 80. Et même plus loin sur le bannissement ou l'ostracisation, pour ne pas dire cancel culture, actuelle vis-à-zi de la psychanalyse. Alors les attaques les plus fortes concernent notamment justement sa conception de la féminité, et je me dis que Stefan Zweig, un romancier viennois que j'aime beaucoup, qui a dépeint si bien la sensibilité, les émotions féminines, et le refoulement aussi de la sexualité au XIXe siècle, ne peut pas avoir été l'ami fidèle et admiratif d'un affreux sexiste. Et c'est lui qui a prononcé l'éloge funèbre en 1939 de Freud, et on peut le retrouver dans le livre Sigmund Freud, La guérison par l'esprit. Alors pourtant, on entend répéter tout le temps, là, de plus en plus, que Freud aurait déclaré que les femmes étaient toutes hystériques et qu'il leur manquait un pénis. Alors que peut-on répondre à ces deux attaques ? Freud a, au contraire, toujours apprécié les femmes, d'autant plus que ses premières analysantes, c'était des femmes. Et que c'est une femme qui lui a indiqué la route de la psychanalyse. Elle était sur le divan et Freud faisait de l'hypnose. Et l'hypnose consistait à endormir plus ou moins les patients et à écouter ce qu'ils disaient dans un demi-sommeil et livrer des choses qu'ils ne livraient pas dans un état normal, disons. Alors, dans ce demi-sommeil, les patients racontaient plein de trucs et quand ils se réveillaient, Freud leur dit, vous avez dit ci, vous avez dit ça, et ils étaient très en colère, parce qu'ils disaient, mais moi j'ai jamais dit ça, c'est scandaleux, etc. Et un jour, il y a une femme de la bourgeoisie viennoise qui est venue, en 1889, c'est Emmy von N. Oui, c'est ça. Et donc, elle est arrivée, elle voulait parler, elle a commencé à parler, et Freud a commencé à répondre. Elle lui a dit, taisez-vous, laissez-moi parler. Alors Freud a dit, Eureka, j'ai trouvé, il ne faut surtout pas que je parle, il faut laisser parler le patient, enfin l'analysante ou l'analysant. Mais c'était surtout des femmes qui consultaient. Donc on ne peut pas dire que Freud était contre les femmes, il a surtout aidé les femmes à sortir du refoulement de la sexualité qui était tout à fait de mise à l'époque. Donc elle a pu parler librement et c'est comme ça qu'il a découvert l'association libre. Il a laissé parler les femmes. Et c'était surtout des femmes qui venaient. Oui, la première patiente, c'était une patiente de son ami Joseph Breuer, c'est Anna O. Oui, c'est ça, Anna O. Oui, qui, elle, a parlé de ramonage de cheminée et de cure de la parole. Cure par la parole, voilà. Et c'est comme ça. Donc, il n'était pas du tout contre les femmes. D'ailleurs, il a aimé énormément sa femme. Il écrivait, ils ont été 4 ans fiancés parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'installer. Il a fait ses études, entre autres, avec Charcot. Et il a remarqué que la France était quand même à l'avant-garde par rapport à Vienne, par rapport aux névroses féminines. Mais il a remarqué que tous ces hommes étaient très arrogants vis-à-vis des femmes. Il a très mal supporté ça. Et il s'est dit qu'il ne ferait jamais comme ça à Vienne. Donc il est revenu chez lui après ces 6 mois, je crois qu'il a passé à Paris. Et donc il a commencé son travail comme ça. Et il a dit, je ne suis pas médecin, je suis psychanalyste, c'est pas la même chose. Oui, parce qu'il a commencé, il a fait des études donc avec le docteur Charcot pour être neurologue. Neurologue, voilà. C'est ça. Et alors justement, je me faisais la remarque, parce qu'en regardant un petit peu ça, pour préparer notre entretien, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de femmes qui étaient internées. Et on parlait du service des femmes, et c'est incroyable, toutes ces femmes internées. Oui. Alors justement, on disait que c'était les femmes qui étaient hystériques. D'ailleurs, je vous dirais, entre parenthèses, qu'on n'a pas le choix, on a le choix seulement entre 2 névroses, l'hystérique ou l'obsessionnel. C'est-à-dire, soit on est hystérique, soit on est obsessionnel. Sinon, on est psychopathe, je crois que ça ne vous intéresserait pas. Sinon, on est psychotique, c'est pas drôle. Il n'y a pas 36 000 choix. Donc, on est hystérique, obsessionnel. Donc, c'est pas du tout un mot péjoratif, hystérique. Alors, ça vient de utérus, c'est oui, ça aussi. Oui, ça vient d'utérus. Alors, on disait que les femmes avaient un petit rat dans l'utérus et il fallait leur enlever leur utérus parce que ce petit rat provoquait des crises. Donc, on leur enlevait l'utérus. On disait aussi que c'était les sorcières de l'époque, les femmes hystériques. Et Freud est revenu et puis il s'est aperçu dans sa clinique à Vienne qu'il y a un homme qui était hystérique.
Alors que tout le monde a dit, mais c'est ridicule, c'est stupide. Et finalement, il a fait la démonstration nette et claire par rapport à la cure de cet homme, que cet homme était hystérique. Et il a eu des applaudissements dans un cercle de médecins qui ont écouté, qui l'ont applaudi, qui ont dit, oui, c'est vrai, il y a des hystéries masculines, bien évidemment. Puisque je vous dis qu'on a le choix qu'entre deux névroses, donc forcément, on est hystérique ou obsessionnel, à des degrés divers. Alors, les hystériques qui ne souffrent pas, ou les hommes ou les femmes, ils ne font pas de travail sur eux, ils n'ont pas besoin d'analyse, ils s'arrangent comme ça, soit ils prennent des médicaments, soit, je ne sais pas, ils font du sport, enfin plein de trucs qu'on peut faire pour essayer de se débrouiller avec sa névrose. Et les obsessionnels, c'est pareil, s'ils ne souffrent pas trop, ils ne font pas d'analyse. Mais si vraiment on est acculé à faire une analyse, c'est parce qu'on souffre trop de sa névrose. C'est pour ça qu'il y a des degrés divers, mais on est tous névrosés depuis le départ, parce qu'on n'est pas parfait. Mais toutes ces femmes internées, donc à Paris, c'était essentiellement des femmes. Oui. Et on pense, moi je pense à des femmes célèbres comme Adèle Hugo, la fille de Victor Hugo, et Camille Claudel. Oh oui, c'est scandaleux d'ailleurs. C'est scandaleux. Pourquoi toutes ces femmes étaient enfermées Il y a eu une révolte. Puisqu'il y avait autant d'hystérie que chez les hommes et chez les femmes. Oui, mais il y avait quand même une domination de l'homme à l'époque. C'était lié à une domination de l'homme. Ah oui. Que vous savez qu'il y a toujours des femmes qui se révoltent contre ça. Ça s'appelle les féministes. Et bon, quelquefois avec excès, mais n'empêche que c'est vrai qu'il y a toujours une envie chez l'homme de dominer la femme. Sous prétexte justement qu'ils ont un pénis, si je peux dire, qu'ils croient qu'ils ont le phallus. Mais le phallus, ça peut être à tout le monde. Le phallus, c'est pas le pénis. Le phallus, c'est une espèce de, on peut dire, un pouvoir, en quelque sorte. Et ça peut être l'homme comme la femme, donc il n'y a pas besoin d'avoir un pénis pour avoir un pouvoir. Vous voyez ? Alors, à propos de phallus, il y a eu une querelle il y avait beaucoup de femmes psychanalystes autour de Freud. Oui. Et donc, certaines femmes psychanalystes lui ont reproché, il y a eu cette querelle du phallus, parce il a avoué d'ailleurs que c'était un mystère pour lui, un peu la féminité, la sexualité féminine. Mais Lacan dit pareil. On ne connaît rien de la femme, c'est un mystère, oui. Donc, on lui a reproché un petit peu ça, cette histoire de phallus, mais finalement, donc, il met à égalité l'homme et la femme. Tout à fait, mais parce que c'est un mot qui est utilisé, le phallus, on croit que c'est le pénis, mais c'est pas du tout le pénis, c'est une forme de pouvoir qu'on peut avoir sur soi et qui n'est pas du tout. C'est pas la peine de rêver d'avoir un pénis. Mais beaucoup de femmes, quand elles sont petites, elles voient que leurs frères ont quelque chose de plus et elles se disent quand est-ce que ça va pousser pour moi. Ouais. Et puis ça pousse jamais, bien entendu. Mais le garçon, donc c'est la castration féminine. Mais pour le garçon, il y a une autre castration qui est quand est-ce qu'on va me le couper. Donc il y a une crainte de la castration pour le garçon aussi. D'accord. Tous les deux sont pris dans la castration. Parce que le garçon sait quand est-ce qu'on va me le couper, la fille sait quand est-ce qu'il va pousser. D'accord. Et on lui coupe jamais. Voilà. Après, il y a la castration symbolique, ça veut dire que tout n'est pas possible. C'est pas une histoire de pouvoir, c'est que tout n'est pas possible dans la vie. C'est pas possible de tout faire et de tout réussir, d'être parfait. Ça, c'est une forme de castration symbolique qui est par le langage. Quand une maman dit à son petit enfant, ça, tu vois, c'est pas possible, je peux pas te donner ça parce que ce n'est pas possible, ça le fait rentrer dans une castration symbolique qui n'est pas une castration dans la réalité. Et pour finir sur Freud avec des femmes, enfin on n'en aura jamais fini, mais sa fille Anna, qui l'a beaucoup étudiée, il s'est rendu compte justement, c'est là qu'il a compris qu'elle aussi pouvait se masturber avec son clitoris, je crois. Et elle deviendra psychanalyste aussi. Oui. Et puis il y a une femme aussi avec qui il a une amitié formidable et qui l'a sauvée des nazis, c'est Marie Bonaparte. Voilà, exactement. Oui, c'est l'histoire de Freud, ça, oui, tout à fait. Donc, il s'est, contrairement à tout ce qu'on dit, c'est l'inverse. Il s'est beaucoup intéressé aux femmes. Oui, je crois vraiment. Est-ce qu'on peut pas dire que Freud, d'après mes lectures, certains osent même dire qu'il a contribué à une sorte de libération de la parole des femmes. Oui, certainement. Une féminisation de la société. Oui, certainement. Une libération de la parole des femmes, ça c'est certain. Qui était très refoulée à l'époque. On ne les laissait pas parler, bien entendu. Alors que les femmes, en fait, on voit bien autour de Freud, c'était les premières à comprendre l'intérêt de la parole, de parler. Tout à fait. Pour se soigner. Oui, c'est elles qui sont venues les premières dans le cabinet de Freud, bien sûr. C'était à l'avant-garde, on peut dire, de la libération par la parole. Et est-ce que actuellement, vous qui êtes psychanalyste, je crois qu'actuellement vous avez encore beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent vous voir. Oui, plus de femmes. Oui, plus de femmes que d'hommes. Oui, on peut dire. Mais les hommes commencent à s'y mettre aussi. Ah oui, il y a des hommes très, très au fait du travail analytique, bien sûr. Quand ils sont partants, ils sont très, très au fait du travail analytique, très demandeurs.
Alors justement, puisqu'on parle des femmes, on va aborder donc cette question qui nous a été posée du rapport mère-fille, qui est quelque chose de très compliqué. On Très en a fait des compliqué. livres, Oui, oui, c'est et vrai, c'est vrai. des romans, des pièces de Oui, théâtre. c'est vrai. Est-ce que, alors je sais pas par quel, il y a plein de questions qui se bousculent. Peut-être, on va commencer par le plus évident. Pourquoi le rapport mère-fille est-il souvent si difficile, Oui, c'est vrai. notamment au moment Mm. de l'adolescence? Oui, Il oui. y a même parfois des ruptures définitives. Alors, Mm. pourquoi et puis comment ça peut s'arranger? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour la fille, le parcours est plus compliqué que pour le garçon, parce que la fille, le grand amour d'un enfant, j'ai déjà dû le dire dans une autre chronique, le grand amour de l'enfant, que ce soit fille ou garçon, c'est sa mère. C'est ce qu'on appelle le premier amour, l'état amoureux, vraiment très très important. C'est pas le premier amour comme on disait autrefois, 18 ans, il a eu un premier amour. Non, l'amour, le premier, c'est la mère. Donc la fille est extrêmement attachée à sa mère et elle s'aperçoit que la mère n'est pas seule. Quand il y a un homme dans la maison, elle s'aperçoit qu'il y a un autre homme, un homme différent de sa mère. Donc dans son parcours, elle se tourne, si la mère est désirante du père, elle se tourne vers le père. Et à ce moment-là, elle a déjà franchi une étape, si elle peut y arriver. Donc après, du père, elle doit passer à un autre homme. C'est quand même assez complexe. Tandis que le garçon, qui est attaché à sa mère, éprouve une rivalité vis-à-vis de son père. C'est aussi un parcours assez complexe. Il doit quitter cette rivalité pour s'attacher à une femme. Vous voyez, c'est un peu complexe aussi, mais n'empêche que pour la fille, ce qui est important, c'est qu'elle arrive à dire non à sa mère dès le départ. C'est-à-dire que je dis aux jeunes mamans, votre petite fille va vous dire non à partir de 14, 15 mois, 16 mois, 18 mois. Ah, c'est très tôt. Ouais, Oui, même... très tôt, jusqu'à 4, 5 ans, l'enfant, la fille doit dire non à sa mère. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas et que la mère doit dire je cède à tout. Je raconte toujours cet exemple de donner un bonbon à midi. La maman dit non, tu ne peux pas prendre un bonbon à midi. La petite fille va faire une colère. Et puis la maman va dire mais non, c'est pas grave, mais tu peux pas avoir ce bonbon maintenant, tu l'auras tout à l'heure, quand on aura mangé. Donc la petite fille doit s'opposer violemment à sa mère pour exister. Mais c'est pour ça, alors ça explique beaucoup de choses, parce que souvent, quand on a une petite fille, c'est plus conflictuel, oui, même quand elle est petite. Oui, oui. Et parfois, le père ne comprend même pas pourquoi, surtout Oui. qu'il arrive souvent des moins histoires, proches, après, oui. et il comprend pas, il a l'impression que la mère est méchante avec sa petite fille, chérie. Ou au contraire, il veut soutenir la mère. Mais je crois qu'à ce moment-là, moi, je dis toujours aux parents, enfin, quand j'en vois, je dis ce qui est important, c'est que quand les femmes se disputent, le mère et la fille, que le père dise arrêtez toutes les deux. C'est-à-dire, il ne doit pas prendre le parti de sa femme ou de sa fille, il doit dire aux femmes d'arrêter toutes les deux leur bagarre. Alors ça, je trouve, là, j'avoue que je suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est quand même montrer qu'il fait une unité avec sa femme, quand même, qu'il fait un couple face à sa fille. Justement, si la bagarre a eu lieu, c'est parce que la fille, elle sait très bien que le père est avec la mère, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ah bah, oui, mais si on les ramène dos à dos, est-ce que c'est pas... Oui, c'est très important. C'est comme ça que la fille s'en sort, et la mère aussi. Parce que si la mère, elle sent l'appui de son mari, elle est contre sa fille, et c'est pour la fille, elle s'en sort pas. Vous voyez ? Il faut que la mère soit assez construite pour accepter que le père dise arrêtez toutes les deux. Oui, mais c'est quand même bien que la mère soit soutenue justement dans ses efforts d'éducation. Si elle a besoin d'être soutenue, c'est qu'elle n'est pas construite. C'est pas l'homme qui peut soutenir la mère dans sa fonction d'éducatrice de l'enfant. Mais le père, il a aussi une fonction d'éducateur. Sa fonction à lui est différente de celle de la mère, bien entendu. Alors, si vous voulez, la mère n'est mère que quand l'enfant est dans son ventre. Sinon, elle n'est plus mère, elle redevient femme et elle a une fonction qui est la fonction maternelle d'éduquer son enfant. Donc, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et le père, lui, qui n'a pas son enfant dans son ventre, il est père. La fonction du père, c'est la fonction du langage. C'est-à-dire qu'il doit introduire l'enfant au langage. C'est ça sa fonction. Ouais, il y a quand même beaucoup d'hommes qui ne parlent pas trop. Alors voilà, c'est le gros problème. Alors ça peut être quelqu'un d'autre qui introduit l'enfant. Je vois des hommes par exemple qui a eu un professeur, ou même des femmes qui ont eu un professeur, ou ça peut arriver que vous soyez vous en tant que professeur, vous soyez là pour écouter la parole, et entendre et parler avec, alors que le père ne le fait pas. Donc n'importe qui peut faire cette fonction paternelle, la fonction du langage, vous voyez. Et donc la mère, elle a une fonction maternelle, mais c'est pas elle-même en tant que personne, c'est une fonction. Et c'est là que le problème se pose. Cette fonction, elle peut la remplir plus ou moins bien, suivant la relation qu'elle a eue avec sa propre mère. Alors c'est ça, c'est qu'en fait, on reporte des choses qu'on on peut très bien, ou faire le contraire.
Oui. Je vois des gens qui, bon, par exemple, je pense à une femme qui était très très rejetée par sa mère et tout, et donc elle se sentait étouffée par sa mère parce qu'elle pouvait rien faire, et inversement, elle a voulu surprotéger sa fille et elle l'a étouffée d'une autre manière, parce qu'elle a voulu lui faire l'inverse de sa maman, vous voyez. Oui, on dit aussi, par exemple, l'époque les parents 68 arts, souvent ont donné trop de liberté à leurs enfants, ça les a complètement perdus, les enfants. Oui, oui, tout à fait. Les enfants n'étaient pas bien. De ne pas avoir de limite du tout comme ça, ça fait que les enfants n'étaient pas bien. Non, 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 ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Donc oui, on cite souvent Freud comme quoi, parents, de toute façon, tout ce que vous ferez, ça sera jamais bien. C'est ça, exactement. On se dit que c'est un peu difficile. Alors là, c'est la petite fille donc, qui est en but à sa maman et qui dit non, qui doit pouvoir dire non, et surtout faire des colères sans que la maman ne soit détruite. Vous voyez, sans que la maman dise oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait, elle me fait mal, etc. Il faut qu'elle soit assez construite pour accepter les colères de sa petite fille sans la punir. Vous voyez. Et quand l'enfant, si ça c'est pas fait à cet âge-là, l'enfant peut encore se récupérer vers 7-8 ans, mais encore elle peut se récupérer à l'adolescence. Oui, parce que c'est ça, il y a 3 ou 4 phases, je crois, c'est-à-dire d'après Freud, et il y a une période de latence là au milieu, un peu la Belle au bois dormant, là, c'est ça. Oui, mais moi je dirais autrement, je dirais qu'il est à l'enfance, et après l'enfant rentre dans une période intermédiaire, qu'on peut appeler l'âge de raison, mettons, jusqu'à 11-12 ans, et là, où il n'est pas bien parce que il n'est pas du tout, il n'est plus enfant, il n'est plus adolescent. Je pense à Alice au pays des merveilles qui n'arrive plus à passer dans les petits trous parce qu'elle a grandi. Alors elle est interloquée, et comment elle va faire? Maintenant elle peut plus, donc elle a grandi et elle doit accepter qu'elle grandisse. Mais il y a une période intermédiaire qui est une grande fragilité. Et quand j'ai des patients, je demande souvent qu'est-ce qui leur est arrivé vers 9, 10, 11 ans par exemple. Et souvent il y a eu un déménagement, une crise, un divorce, une mort d'un grand-père, d'une grand-mère, etc. Vous voyez? Parce que c'est un âge très fragile. Oui, oui. Après, on rentre dans l'adolescence, alors là... Et là, ça peut recommencer. Alors là, elle a encore une chance, la fille, de pouvoir s'affronter à sa mère. Mais j'ai entendu une personne un jour, c'était pendant le confinement, donc je ne l'ai jamais vue. Et elle m'a dit qu'elle avait des angoisses de mort terribles. Et elle avait fait une sorte d'hypnose dans le coin, il y a des gens qui font de l'hypnose. Et elle lui avait dit qu'à 7 ans, il s'était passé quelque chose. En réalité, elle n'avait pas demandé à ses parents. Donc elle a demandé, c'était la mort de sa grand-mère, justement, à 7 ans, qui l'avait bouleversée. Mais elle m'a raconté aussi, je sentais qu'elle était extrêmement en colère. Et c'est moi qui ai pris la colère alors qu'elle aurait dû en parler à sa maman. C'est-à-dire que quand elle était adolescente, elle était très très forte dans je ne sais plus en quel sport. Enfin, elle était très très brillante dans une forme de compétition de sportive. Et donc un jour, elle a dit à sa mère, adolescente, elle avait 16-17 ans, elle a dit ta gueule. Et la mère a dit, puisque c'est ça, tu ne vas pas aller à ta compétition, la priver de compétition. Là, c'est la castration dans la réalité. C'est pas du tout la castration symbolique. Elle aurait pu lui dire, écoute, on ne dit pas ça à sa maman. Enfin bon, écoute, c'est ta période d'adolescence et comprendre. Mais la mère elle-même a été trop ébranlée, elle n'existait pas assez pour prendre cette attaque tranquillement, vous voyez. Parce que même les petites filles toutes petites peuvent dire à leur maman, je vais te tuer, par exemple. J'ai entendu des mamans qui me disent ça. Et si elles sont en analyse, elles prennent ça comme ça, elles disent, bon, écoute... Moi, j'ai ma fille qui m'a dit, quand tu seras morte, j'habiterai là avec papa. Voilà. Exactement. Bon, ça, c'est typique. Alors, justement, ça fait aborder une expression qu'on emploie tout le temps, mais je crois que vous allez nous corriger ça. On parle du complexe d'Édipe pour les garçons et pour les filles. Pour les filles aussi. Aussi, parce qu'elles aiment leur père, elles veulent avoir leur père et éliminer la mère, bien entendu. Hein. Et c'est pour ça que la mère doit être assez costaud pour accepter ça, que sa fille aille vers le père sans en être elle-même jalouse, ni troublée, ni penser qu'elle perd quelque chose. Quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de complexe d'Édipe? Donc, tuer le père, tuer la mère. Alors, tuer le père, c'est le garçon qui doit affronter son père, ça veut pas dire le tuer. Alors, une fois, j'avais dit ça à une dame qui m'a dit, moi, je veux pas être tuée. Mais je dis, mais non, vous n'allez pas être tuée, mais votre fille, même si elle l'a pas fait adolescente, elle le fait maintenant, beaucoup plus tard. Et elle le fait, et ça lui a été bénéfique parce qu'avec violence, elle a rejeté sa mère. Alors que jusque-là, elle demandait toujours à sa mère de la sécuriser, d'être près d'elle, de l'aider, et ça. Et puis un beau jour, elle a éclaté dans une colère très très forte et elle a sorti plein de choses à sa mère qui était bouleversée. Mais je dis, c'est logique. Ça fait du bien, la fille doit tuer la mère, doit éliminer la mère, la faire descendre de son piédestal. Vous voyez ? Sinon, ça fait des ravages. Hein, ça fait des ravages pour la fille si elle ne peut pas faire ça à un moment ou à un autre. Et après, elle peut revenir.
Si la mère le prend bien, si elle n'est pas complètement déboussolée à cause de ça, ça peut très bien se passer et la fille revenir, bien entendu, quand elle voit que non, elle a pu dire ce qu'elle voulait et que la mère l'aimait toujours. C'est ça qui compte pour un enfant, c'est que la mère l'aime toujours. Alors quand on pense à l'amour d'une mère, on pense à La promesse de l'aube de Romain Gary. Donc le titre du roman est expliqué dans le roman, c'est autobiographique, c'est Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Et donc Romain Gary, d'ailleurs, il en a souffert parce que justement, il n'a jamais réussi à trouver ce même amour inconditionnel. Ah oui. C'est inconditionnel, c'est ça. Voilà. C'est le mot. Et donc c'est une sorte de paradis perdu, en fait. C'est l'image du paradis perdu, la mère. Mais alors, elle est vue aussi en même temps, enfin, je crois que c'est pas incompatible, justement, la mère est plutôt vue comme castratrice ou passivisante par rapport au père qui Mais ment. la mère n'est pas forcément castratrice. Ouais. Si elle-même, elle n'a pas été castrée par sa propre mère, dans la réalité, elle n'est pas forcément castratrice. Ça dépend un peu du vécu avec sa mère, vous voyez. Mais c'est aussi castrateur à la limite de ne pas être protégé que d'être trop protégé. Voilà, donc c'est un juste milieu. Quelqu'un qui est trop protégé n'a pas d'arme dans la vie, n'a pas de défense. Donc il doit se créer des défenses par le travail d'analyse, par exemple. Vous voyez. Il n'y a pas eu ça dans l'enfance ou dans l'adolescence. Alors comment est-ce que... Oui, est-ce que le fait d'être mère pour une femme, justement, peut aider à soigner de choses qui n'ont pas été réglées avant avec sa mère? Ou alors, est-ce qu'au contraire, le fait d'être mère peut déclencher des névroses ou les deux Déclencher des névroses, non, parce qu'on est névrosé dès le départ. Ah, donc ça, d'accord. Aggraver, enfin, bousculer un peu. Ouais. Et c'est vrai que j'ai travaillé, je vous avais dit, pendant une 30aine d'années en maternité. Ouais. Il est certain que la naissance d'un enfant réveille plein de choses pour une mère. Et en particulier sa relation à sa propre mère. De même que la ménopause pour une femme renouvelle l'enfance et l'adolescence. Ça souvent. Mais en fait, ça renouvelle. Tout remonte quoi à la ménopause. Vous voyez, l'enfance, l'adolescence. Et donc, c'est pas des périodes faciles pour les femmes, ça c'est certain. Ouais, et c'est vrai qu'on comprend mieux finalement certaines choses, le point de vue de sa mère une fois qu'on est mère, quoi. C'est ça. Aussi, ça peut. Oui. Il peut y avoir des séparations à ce moment-là, ou au contraire des rapprochements. Tout dépend de l'attitude de la mère aussi et comment elle se situe. Hein. Oui, alors oui, est-ce que ça évolue forcément aussi la relation quand la mère devient grand-mère, c'est oui, ça? Aussi, oui, parce qu'il y a des grand-mères qui disent, moi je veux pas avoir de petits-enfants parce que je vais devenir grand-mère, je ne veux en aucun cas, c'est-à-dire la peur de vieillir. Celle qui refuse de se faire appeler mamie ou grand-mère. C'est ça, la peur de vieillir. Hein, oui. Ouais. Et alors, comment explique-t-on que des femmes n'aient pas de sentiments maternels? Alors, on pense à Madame Bovary, de Flaubert, enfin à d'autres. Ou alors aussi certaines privilégiant plutôt le fils à la fille, enfin même si le cas inverse peut exister, mais c'est peut-être souvent plutôt le fils. Bon, parce que dans la société, on dit que c'est bien d'avoir un fils. Les filles ressentent souvent que les garçons sont préférés par leur mère. Ouais. C'est pas toujours vrai, mais enfin n'empêche qu'elles ressentent ça la plupart du temps et qu'elles reprochent ça à leur mère. Bon, après avec le temps, si les relations entre la mère et la fille s'arrangent, elles ne pensent plus ça, mais elles peuvent arriver à penser ça tout un temps. Mais ça se voit, parfois ça se traduit même par des trucs très simples, où le garçon, on va lui donner plus à manger, etc. Où il y a certaines choses, on va peut-être moins lui demander de corvée à la maison. Ça, les femmes se plaignent encore maintenant que leurs frères n'avaient pas à faire. C'est des femmes environ de 50-60 ans quand même. Elles disent, oui, mon frère ne devait pas balayer ou passer l'aspirateur, ou je sais pas quoi. Et moi, c'était toujours moi. Et les garçons, non, ils n'avaient rien à faire. Quoi. Oui, c'est vrai ça. C'est un peu moins maintenant. Alors comment est-ce que ça s'explique que certaines femmes n'arrivent pas à avoir de sentiments maternels? Parfois certaines qui ont attendu des enfants, j'avais lu des histoires c'est vrai. Qui avaient du mal à avoir un enfant et qui après n'avaient pas, peut-être qu'elles avaient trop attendu. Elle le laisse à quelqu'un. Oui. À la première occasion, elle le laisse à quelqu'un parce que finalement, elle se sent... C'est-à-dire c'est pas inné. Hein. On a cru longtemps que le sentiment maternel était inné. Pas du tout. Pas du tout. Le sentiment maternel, c'est comme tout sentiment, ça dépend aussi beaucoup des sentiments qu'on a vécus autrefois avec sa mère ou son père, bien sûr. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un sentiment d'amour, on va avoir du mal. Ou au contraire, on va donner trop. Ça peut arriver aussi. C'est l'un ou l'autre. Ne pas pouvoir en donner ou en donner trop, qui revient au même pour l'enfant, vous voyez. Mais il est certain que l'amour, ça doit être inconditionnel. C'est-à-dire que même si l'enfant dit ta gueule ou je sais pas quoi, c'est pas pour ça qu'on doit dire tu vas pas pouvoir aller à ton sport ou je sais pas quoi, vous voyez. Et cette femme, d'ailleurs, est toujours en but Elle a arrêté, c'était pendant le confinement, elle a arrêté. C'est moi qui ai pris sa colère. Je sais pas quoi, elle était très en colère après moi, alors que... ça, c'est ce qu'on appelle le transfert, alors. Oui, c'est-à-dire, alors qu'en fait, elle voulait pas aborder le problème. Elle dort pas la nuit, elle doit être obligée d'allumer la télévision toute la nuit.
vie, elle a des angoisses de mort, parce qu'elle a refoulé sa colère contre sa mère, et ça s'est retourné contre elle, vous voyez. Du coup, les angoisses de mort. Donc elle dit, oh, ça va très bien avec maman, alors qu'au fond, elle a plein de choses à lui reprocher. Donc finalement, il vaut mieux que les gens s'engueulent. Ah, bah carrément. Carrément. Que ce soit en couple ou mère et fille. Ah oui, tout à fait. Les explications, c'est mieux que tout, même si ça peut être très orageux, à condition que je vous dis que la mère accepte ça et dise, bon, ben, arrête, là tu dépasses un peu les bornes, mais c'est tout. Il n'y a pas à punir, il n'y a pas à dire... parce que souvent, la mère se sent remise en cause. Oui, c'est ça. Et puis, revit peut-être justement des choses qu'elle a vécues avec sa mère. Alors, si c'est pas été assez clair avec sa propre mère, c'est plus compliqué, évidemment, après, d'aborder cette relation-là. Oui. Et la difficulté, c'est vrai que c'est quand on a perdu ses parents, sa mère, là, on peut plus... On peut plus, il est trop tard pour pouvoir régler les choses. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on fait une analyse souvent, bien sûr. Et oui, alors on pense aussi à tous les contes, c'est quand même important ce rôle de la mère, la mauvaise mère, la marâtre. Oui, tout à fait. Et ça peut se traduire aussi dans les relations avec des figures maternelles, justement, qui ne sont pas forcément la mère, mais qui peuvent être la belle-mère. C'est certain. Ou des chefs femmes. D'ailleurs, souvent, elles sont pas tendres entre elles. Les chefs femmes sont très dures. J'entends souvent des femmes qui travaillent en entreprise, et c'est épouvantable. Elles font une analyse, parce que bien sûr, elles avaient des parents qui n'étaient pas tendres, mais n'empêche que du coup, elles sont avec des chefs femmes qui sont très dures. Ils sont très très durs, ça c'est pas facile du tout. Non, c'est surtout choquant. Alors maintenant on en parle beaucoup parce qu'on a remis au goût du jour ce terme de sororité, comme fraternité, mais sororité entre les femmes. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que souvent, et dès qu'il y a un rapport d'âge ou de domination dans le travail, c'est la chef, la hiérarchie. Voilà. Et ça peut être encore plus violent qu'avec un homme et une femme. Quoi. Complètement. Il y a des femmes qui sont dévastatrices pour l'autre femme, qui est dans l'entreprise, qui a ses compétences et tout. Mais j'en pense à plusieurs qui font une analyse, qui ont dû vraiment se construire pour tenir le choc par rapport à des chefs vraiment très, très, très castrateurs, justement. Très castrateurs, alors qu'elles faisaient bien leur travail. Alors que faire dans ces cas-là, oui, parce que là... Se construire de plus en plus et faire que du coup la distance est telle que la chef va plus oser affronter la personne, vous voyez. Elle ne va pas rentrer dans un jeu de domination, quoi. Oui, c'est ça. Pas discuter, faire son travail, éviter au maximum d'avoir des relations avec cette personne, vous voyez, et faire son travail. Ou sinon, toujours passer par un tiers. Oui. Ne jamais éviter la... Si on peut. Pas toujours dans une entreprise, c'est pas toujours possible. Quand c'est la chef, c'est la chef, Ouais, mais on peut aussi demander à être accompagné. Mais ça change quand même quand il y a un tiers. C'est pas du tout la même chose. Elle n'ose plus, alors. Ouais. Mais écoutez, oui, on pourrait discuter longtemps. Là, on n'a pas tout à aborder, mais enfin, on a déjà vu pas mal de choses. Donc, l'importance de parler, de prendre la distance et de suivre une psychanalyse, de ne pas avoir peur de ça. Oui, c'est pas avoir peur. Si vraiment on achoppe sur quelque chose et qu'on souffre trop dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple et dans sa vie professionnelle, il est important d'aller parler à quelqu'un. Ça ne veut pas dire, comme les gens disent, faire une psychanalyse pendant 10 ans. Ah oui, ça c'est aussi une critique qu'on fait. C'est ridicule, les gens arrivent, ça va durer 10 ans. J'ai vu quelquefois, en 3-4 entretiens, les choses se régler. Si le passif n'est pas trop énorme, ça peut se régler. Et d'autres fois, c'est plus long. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On a toute la vie pour être en paix avec soi-même, pour être serein et pour aborder sa vieillesse tranquillement. Alors parfois, c'est vrai que ça ne se voit pas forcément extérieurement, mais intérieurement, les gens... Mais justement, le changement ne se fait pas extérieurement. Mais à l'intérieur de soi, on se sent plus paisible, moins en bagarre avec soi-même, avec les autres, et plus serein, et plus à distance. Ça change beaucoup pour soi. Mais on va surtout pas changer de tempérament. Et Dieu merci. Oui. Parce qu'on va pas changer son tempérament de base, qu'on a à la base. Vous voyez ? Et si on a beaucoup de vitalité, on va la garder. On va garder tout ce qu'on est au départ, sauf que s'il y a une trop grande souffrance, on est obligé de passer par la parole pour s'en sortir. On n'a pas le choix. On a le choix, mais après c'est des médicaments, c'est toutes sortes de choses qui pourraient faire mal aussi, quoi. Ou bien alors faire mal aux autres, ça arrive aussi. Il y a des gens comme cette personne qui m'a claqué le téléphone parce qu'elle était en colère. Elle s'est mise en colère contre moi, mais parce que j'ai dit, elle a demandé le tarif. J'ai dit, sûrement pas, je ne vais pas vous payer. Alors qu'elle avait un très bon métier. Elle a commencé à être en colère. Ouais, malheureusement, c'est pour elle, c'est une impasse, parce que la colère, moi ça m'ennuie pas qu'elle soit en colère après moi, mais ça ne va pas régler son histoire d'angoisse de mort. Vous voyez ? C'est un déni terrible de sa colère, quoi. Ça, sur l'histoire du règlement, on en avait déjà parlé, je crois, mais ça, on peut en reparler. C'est Freud qui avait institué ça, il y tenait beaucoup, parce qu'il disait qu'il fallait vraiment qu'il y ait une démarche, qu'on donne de soi. Et voilà, on donne pour soi. C'est-à-dire on se permet, c'est-à-dire qu'on donne un tarif
qui est un tarif qui est toujours, je vous ai dit dans la dernière fois, toujours aménageable suivant les possibilités, pour que la porte ne soit fermée à personne, puisque je travaillais aussi en hôpital, bon c'était gratuit, et au bout d'un moment les gens préféraient faire un travail personnel, mais n'empêche qu'on peut toujours aménager le tarif s'il y a des problèmes. Vous me disiez même les enfants, ça pouvait être un dessin, oui, ou vous apporter quelque chose. Oui, apporter quelque chose, mais une contribution, en fait, de faire quelque chose pour soi. Alors juste, on va finir sur les conseils littéraires. Moi, je me suis beaucoup servi de votre petit livre là, mais il est épuisé. J'ai regardé, il est épuisé. Ah oui. Donc on peut le trouver en bibliothèque. C'est Freud et l'inconscient de Marie-Jeanne Sorège. C'est Marie-Jean. Ah, Marie-Jean, pardon. Oui, Marie-Jean ah oui, pardon. Oui, c'est c'est un psychanalyste qui est très bien à Toulouse. De Marie-Jean Sorède, chez les Essentiels Milan, donc à trouver en bibliothèque. Alors. Et sinon, il y a un ouvrage qui vient de sortir en juin 2021. Alors, dans la collection À la plage, chez Duno. Alors, c'est pas mal. Ils ont fait plusieurs pour expliquer de manière ludique. Pour l'été, c'est une lecture d'été. Freud à la plage, la psychanalyse dans un transat d'Elsa Godard. Et dans son introduction, j'ai bien aimé, elle répond justement aux détracteurs de Freud. À l'heure de MeToo, elle dit que Freud a été le premier à défendre cette libération de la parole. Ah oui. Et elle évoque aussi le succès, alors paradoxal, alors qu'on critique beaucoup, le succès de la série En thérapie sur Arte. Ah oui. L'adaptation d'une série israélienne liée au traumatisme par rapport aux attentats du Bataclan. Et c'est vrai qu'en période de traumatisme aussi, d'épidémie, etc., il y a quand même un intérêt justement pour soulager ces douleurs psychiques. Et Freud, il ne faut pas oublier que quand même, il a inventé la psychanalyse à une période charnière avec la montée du nazisme, etc. Il y a des gens qui ont écouté ces émissions, moi je sais pas, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais qui disaient que finalement c'est une rencontre humaine, c'est une rencontre dans l'humanité, quoi. Ouais. C'est tout. Hein. On voit des cas et on voit le cas du transfert. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est humain, quoi, finalement, la psychanalyse. Hein. Voilà, c'est ça. Alors souvent c'est critiqué parce que on trouve que c'est pas assez scientifique. On préfère les psychologues et les psychiatres. Ah oui. Qui font passer des tests, qui donnent des médicaments. Mais oui. C'est ça. Alors qu'en fait là c'est justement, c'est plus littéraire, c'est plus sur la parole, c'est une rencontre humaine, la relation. Et surtout une rencontre d'inconscient à inconscient. Ça ne faut pas oublier de le dire. Parce que ce qui quand même spécifie la psychanalyse, c'est l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre de deux personnes d'inconscient à inconscient. Hein, ça ne se fait pas uniquement par le conscient, les comportements, etc. Il y a quelque chose qui passe entre nous qui est de l'ordre de l'inconscient. Ce qui est important aussi, c'est que par rapport à tous les psys, vous l'aviez déjà dit, mais c'est important de redire que seul le psychanalyste, on est sûr qu'il a déjà fait une psychanalyse. Oui. Donc, non, c'est forcé d'avoir une longue psychanalyse, plus une psychanalyse didactique, plus une supervision. Pour éviter les transferts. Oui, c'est ça, et de projeter ses problèmes sur l'autre. C'est surtout ça, qui rendra encore l'autre plus en difficulté, parce qu'il arrive avec ses difficultés. Si la personne qu'il rencontre lui donne en plus ses difficultés, il est très mal, bien entendu, encore plus mal. Vous aviez aussi des indications de livres Marthe Robert, La Révolution psychanalytique, vie et œuvre de Sigmund Freud, de la collection Payot. Et Elisabeth Roudinescu, Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre, dans le Seuil, qui a écrit il n'y a pas très longtemps. C'est très intéressant parce que vous allez voir toute la vie. Il y a son histoire et puis le retentissement maintenant. Voilà, dans le temps. Alors on va finir comme le veut la tradition par un choix musical. Alors je ne sais pas si vous avez réfléchi à quelque chose. Non. Moi j'ai pensé, je vais vous dire pourquoi, j'ai pensé à la flûte enchantée, le chant de la reine de la nuit qui s'adresse à sa fille, Torter, c'est un chant à sa fille. Dans cet opéra de Mozart que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps à l'abbaye de l'Essai, au festival des heures musicales de l'abbaye de l'Essai. Alors c'était l'orchestre Insula Orchestra dirigé par une femme, chef d'orchestre, Laurence Equilbet. Et donc j'ai pensé à cet air. Alors, la reine de la nuit dans cet opéra représente le symbole de la révolte de la femme contre l'homme. C'est un air célèbre de l'acte 2 qui est vraiment un défi. C'est impressionnant quand on les voit chanter. Donc c'est le fameux air qui s'appelle Der Hölle Rache kocht in meinen Herzen. C'est la vengeance de l'enfer bouillonne dans mon cœur. Et donc dans ce chant, elle demande à sa fille Pamina de tuer Zarastro. Alors cet appel au meurtre sera voué à l'échec puisque Pamina n'obéira pas et que l'opéra s'achève sur le triomphe. Elle va pas tuer son père. Voilà, sur le triomphe de Sarastro, symbole du soleil. Mais c'est un air vraiment très beau. Alors je l'avais entendu chanter par Olga Pudova à l'essai. J'ai trouvé la version avec l'orchestre Insula Orchestra dans le disque Magic Mozart de Laurence Equilbet avec une autre soprano qui s'appelle Jodie DeVos. Alors je sais pas si ça vous dit. Écoutez, choisissez, c'est bien. C'est bien. Bon, alors c'est parti. À une prochaine. On a d'autres thèmes à traiter. Il y a toujours quelque chose. Mais t'as dit que je continuerais pas, puis finalement. Le défi en aiguille. Il faut demander s'ils ont des questions, qu'ils les posent surtout.
Et Surtout, qu'on y n'hésitez répondrait. pas à reposer des Et questions. Hein. qu'on y répondrait s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Oui, certainement. Ouais. Surtout dans la relation mère-fille, ce serait encore un thème à aborder. On n'a pas encore abordé On suffisamment. n'a pas tout vu. Ouais. Mais bon, on pourrait le faire dans une prochaine fois encore. Et puis, que les gens qui souhaitent posent des questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.